Salut à toutes et à tous et bienvenue sur l'Ultra Endurance Podcast. Alors pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis Guillaume Klein, coach et athlète d'Ultra Endurance et j'accompagne à distance des sportifs dans l'accomplissement de leurs différents projets, que ce soit sur le plan de l'entraînement, de la nutrition ou encore de la préparation mentale. Et dans tous les vidéos YouTube, podcasts, articles que vous pouvez retrouver sur mon site internet, on évoque tous ces sujets-là. Donc, je vous invite à aller consulter ou reconsulter les différents contenus que j'ai publiés et vous trouverez certainement des réponses à toutes vos questions. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Je partage régulièrement, que ce soit mes aventures sportives ou des conseils sportifs. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre. Aujourd'hui, pour le sujet du jour, donc je reçois à nouveau Vincent Foulonneau, qui était déjà intervenu avec Sylvain Druguet sur un sujet différent. C'était les conséquences probables de la pratique des sports d'ultra-endurance sur le vieillissement et comment ne pas faire justement d'erreurs pour optimiser sa santé et bien vieillir. C'est un podcast qui a beaucoup fonctionné, il y avait beaucoup de conseils, c'était très pertinent, donc je vous invite à aller l'écouter ou le visionner. Aujourd'hui, on va parler de la caféine. Donc, avec Vincent, on va évoquer le sujet de la consommation de caféine au quotidien. C'est une boisson qui est très populaire, donc les effets potentiels positifs, mais aussi les effets potentiels négatifs. Et ensuite, on viendra sur le côté performance et comment l'utiliser de manière efficace dans les sports d'endurance et plus largement d'ultra-endurance où il y a des spécificités de privation de sommeil par exemple, mais toujours avec cette notion de bien connaître les dosages, les recommandations, etc. pour ne pas négliger son capital santé et être dans quelque chose de sécuritaire, mais qui va permettre aussi d'apporter un coup de boost à la performance. Voilà. Avant d'entrer dans ce sujet, des petites nouvelles personnelles. J'ai participé récemment, maintenant ça fait même pas 2 semaines, à la Race Cross France 500 km. Donc j'ai réussi à avoir un dossard. Je remercie David pour ça. Et ça s'est plutôt bien passé et à certains moments plutôt moyennement passé. Je voulais encore augmenter du coup un petit gap supplémentaire, on va dire, par rapport aux 300 de la Race Cross Espagne que j'avais fait, pour voir si je pouvais tenir sur un peu plus longtemps, des formats plus ou moins 24 heures pour moi, en ce qui concerne des 500 km. Donc, par rapport à mon coût, voilà, mon accident, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, je vous ramène justement à aller me suivre sur les réseaux ou suivre ce que j'ai fait sur YouTube et podcast où j'ai expliqué justement cet accident-là. Et donc, c'était nouveau, une étape supplémentaire parce qu'un parcours pas simple, 500 km et pas tout à fait 10 000 mètres de dénivelé positif, mais très condensé avec notamment l'ascension du col des Champs. Après, on enchaînait le col de la Cailleule et on enchaînait la cime de la Bonnette, plus tous les petits cols en amont dans le Verdon et les petits cols après, plutôt dans le Var, avec le col de Blaine notamment. Donc voilà, un beau condensé de dénivelé, mais j'aime ça. Donc pour revenir sur la course en soi, mon horaire de départ était aux alentours des 10h30. Il faut savoir qu'on part toutes les 30 secondes sur ces formats-là. Donc il y a un participant qui part toutes les 30 secondes. Moi j'étais le 70e à partir, il y avait à peu près 200 participants. Donc de Digne-les-Bains, voilà, Digne-les-Bains pour rejoindre Mandelieu-la-Poule. Donc ça s'est très bien passé, hein, au début, très chaud. Bon, ça ne me dérange pas parce que j'habite dans les Alpes-Maritimes, j'ai l'habitude quand même de m'entraîner à la chaleur, mais là il a fait quand même très chaud dans le Verdon, etc. Et parti un peu fort, je me suis laissé emporter par mon euphorie, tellement content d'être là. Et j'ai laissé un peu des plumes sur les 5-6 premières heures. Et surtout, ce qui m'a bien refroidi, c'est le fait que en sortant du Verdon et en allant vers les premiers longs grands cols, dont le col des Champs, eh ben, en fait, il y avait une grosse grisaille qui se prévoyait au loin. Donc, orage qui est tombé et on est passé de plus de 40 degrés
à 10-15 degrés, donc ça a été difficile. J'ai même eu des coulées de boue en haut du col des Champs tellement c'était orageux. Donc là, le but, c'était de rejoindre en fait la base de vie à Josier qui était à mi-parcours. Et l'avantage qu'on a, c'est que c'était une base de vie où on pouvait avoir une zone d'assistance. Donc ma maman était là pour m'assister, j'ai pu me changer, me ravitailler. Mais repartir à l'assaut de la cime de la Bonnette dans la nuit, il a fallu se remotiver, surtout que les sensations étaient moyennes à ce moment-là, du fait que j'ai été bien refroidi et entamé par certains départs rapides, mais aussi cette météo. Et puis finalement, l'orage est passé et pu monter la Bonnette là, et la cime de la Bonnette. J'ai pris cette photo là à 2h57 du matin en haut de la cime. Donc c'est toujours incroyable de se dire que sur des épreuves comme ça, on monte d'école à des horaires qu'on ne ferait pas habituellement. Mais il faisait pas chaud là-haut, hein, 4 degrés, donc j'ai bien fait de m'équiper. Donc redescente, longue redescente, assez dangereuse. Il y avait des pierres. Il y a d'ailleurs une personne devant moi qui a pris un animal, un lièvre, donc il est tombé. Il y a eu beaucoup de crevaisons, j'ai vu ça. Donc voilà, moi, par chance, je remercie, j'ai pas eu de problématique. Et puis le soleil s'est vite levé parce que les nuits sont relativement courtes, donc ça a été, et là la chaleur est revenue, et puis la fin du parcours n'est pas simple, donc un condensé, et puis les sensations tout doucement sont revenues. J'étais simplement, voilà, content d'être là, il a fallu se remobiliser dans la tête, mais ça a été, et je fais une fin de parcours plutôt honorable. Je termine en 27h40. Je voulais mettre environ, voilà, plus ou moins 26 heures, donc je suis pas très loin de ce que je voulais mettre. Il y a eu quand même 60 abandons sur cette compétition, donc on était plus ou moins 200, il y a eu 60 abandons. Moi, je termine 18e. Sachant qu'à un moment donné, j'étais voilà, 5, 6e même. Donc j'ai perdu pas mal de place du fait de cette mauvaise gestion au démarrage, mais aussi et surtout cet orage qui m'a bien entamé. Donc c'est encore de l'expérience pour la suite parce que j'ai négligé certains détails. Mais voilà, l'essentiel n'est pas là. Et l'essentiel, c'est d'avoir franchi cette ligne. Et c'est une nouvelle étape de franchie. Et ça me rebooste encore à chaque fois. Donc, je suis vraiment très content. D'ailleurs, je remercie encore une fois toutes les personnes qui m'ont soutenu pendant la compétition. C'est toujours un plaisir et ça force à aller de l'avant. Il y avait aussi quatre coachés à moi qui étaient sur le format 1000 km. Donc du coup, c'était bien aussi de les voir. Ils m'ont accueilli à l'arrivée. Il y avait deux personnes qui étaient sur le format 500 km. Donc une belle fête de l'ultracyclisme. Et de se voir en vrai avec les personnes que j'encadre, c'est toujours un grand plaisir. Voilà. Donc je vais vous laisser avec l'écoute du jour. N'hésitez pas comme toujours à me faire des retours, des suggestions pour faire de ce podcast, comme je le dis, un outil participatif, à commenter, à liker, ça pousse à continuer à produire du contenu et à aller chercher des invités qui permettent d'avoir des réponses à des questions scientifiques ou autres. Donc, n'hésitez pas, je suis très réactif et je réponds à tout le monde. Donc, voilà. Je vous laisse avec l'écoute du jour. Et puis, je vous dis à très bientôt. Salut Vincent, j'espère que tu vas Salut bien. Guillaume. Bah oui, chaudement. Ouais, par cette chaleur. Bon, tu étais déjà intervenu avec Sylvain, où on avait parlé de longévité, de, voilà, de vieillissement autour de l'ultra-endurance et de la pratique de l'ultra-endurance. Donc, je vous ramène à cet épisode qui avait vraiment bien fonctionné. Donc, merci à toi. Et là, tu nous reviens pour un nouvel épisode, mais sur le sujet qu'on va traiter de la caféine. Alors pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce que tu passes dans de nombreux podcasts en ce moment, tu essayes de remettre de l'ordre un petit peu dans tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux ou autres, parce que c'est une jungle. Et présente-toi, représente-toi, ton parcours sportif, pro, ce que tu fais là actuellement, etc. Ouais, alors je suis à l'heure actuelle formateur et enseignant dans le supérieur
dans différentes structures, que ce soit dans des écoles de nutrition, des écoles pour des coachs, aussi des centres qui forment des gens qui font de la gestion et de la protection de l'environnement. Et j'enseigne tout un tas de trucs qui vont de la méthodologie scientifique, les statistiques, la nutrition, la physiologie fondamentale, la biologie, la théorie du vieillissement également, la complémentation. Je parle aussi un peu de dopage. Voilà, donc je parle un peu de tout ça. Et pourquoi est-ce que du coup j'enseigne autant de trucs? C'est parce qu'avant j'étais chercheur dans un laboratoire d'épidémiologie du sport à l'INSEP, où je faisais de la recherche sur l'épidémiologie donc du sport, sur le vieillissement, en particulier le vieillissement cellulaire. Et avant ça, j'étais physicien théoricien. Je suis physicien théoricien de formation et j'ai switché quand j'ai commencé à faire de la recherche vers le vieillissement. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect professionnel. Je fais d'autres trucs, mais on s'en fiche. Et concernant mes activités, je suis aussi coach sportif spécialisé en prévention des blessures et en réhabilitation. Et au niveau sportif, même si je suis à la retraite, entre guillemets, maintenant, je fais juste du sport pour mon plaisir. Avant, je faisais de l'aviron indoor à haut niveau. Et bah, du coup, j'ai été 4 fois champion de France, j'ai été vice-champion d'Europe. Et pendant 5 ans, j'ai été dans le top 10 mondial de mon sport. Voilà, donc c'était pas mal. Ok, ok. Bon, tu continues à bien t'entraîner à ce que je vois quand même, même si, comme on l'a dit un peu en intro, avec la chaleur, c'est pas toujours évident, quoi, on va dire. Oui, oui, ouais. Je m'amuse, on va dire, plus qu'autre chose. Je m'entraîne, mais c'est plus pour mon propre plaisir que pour des objectifs de performance. D'accord, d'accord. Tu écris un bouquin aussi, mais rien à voir. Enfin, Ah oui, si, c'est vrai que j'ai pas. oui, tu écris Non, un mais non, c'est vrai bouquin quand même sur le sujet enfin, de la physiologie, etc. Mais tu fais aussi un bouquin qui n'a rien à voir avec le milieu du sport, quoi. Ouais, alors non, mais t'as raison en plus de mentionner ça, parce que il y a ça aussi, je suis écrivain. Alors je fais de j'ai écrit de la fantaisie, j'ai déjà écrit 2 tomes, et bon, j'écris le troisième quand j'ai le temps, parce que je suis un peu pris en ce moment. Et à côté, j'ai écrit un bouquin sur les mitochondries et le fructose, comme des ennemis invisibles de notre société moderne. Il est écrit, il est en train d'être soumis à un éditeur, c'est en train de se faire gentiment. Je sais pas quand est-ce qu'il sortira, peut-être dans 6 mois, on verra. Peut-être en septembre, peut-être en novembre, on verra. Et à côté, je vais commencer à écrire pour une autre maison d'édition un livre sur les compléments alimentaires au service des sportifs, que ce soit pour les sports d'endurance, les sports mixtes ou les sports de force, avec des rappels de physiologie au début, mais très pédagogique pour pas perdre les gens. Donc voilà, ça fait pas mal de choses. Ah bah, super, ouais, parce que comme je le disais, tu interviens même maintenant sur ta chaîne, etc., pour remettre un petit peu de l'ordre là-dedans, parce que c'est vrai que on entend un petit peu quand même tout et n'importe quoi sur divers sujets hein, aujourd'hui. Ouais, c'est... Comment dirais-je? En fait, c'est vrai qu'on entend un peu tout et son contraire, mais c'est parce que de la part de certains intervenants, il y a un manque de profondeur au niveau des connaissances scientifiques. Et ce manque de profondeur amène dans leur raisonnement des simplifications qui, du coup, amènent à du relativisme ou à de l'exagération dans les propos tenus. Et si tout le monde a cette méthode-là dans les discours, bah forcément après ça perd les gens. Et d'ailleurs, c'est un truc qui émerge beaucoup là depuis, je trouve, maintenant 1 an, un truc comme ça, peut-être un peu moins. Il y a de plus en plus de gens au niveau des podcasts sur YouTube ou des réseaux sociaux qui en ont marre des contradictions de la part Hmm. entre guillemets, des experts, ou en tout cas des gens qui parlent sur les réseaux parce que bon, ils savent plus quoi manger, ils savent plus quoi pratiquer. Voilà, donc du coup, on est évidemment libre de ses choix, mais moi, mon objectif, c'est de ramener un peu de profondeur pour donner des arguments scientifiques dans une direction. Je tranche rarement parce que bah, c'est pas vraiment le principe de la science, mais au moins, je donne des arguments pour dire bah, ça peut pas fonctionner, ça fonctionne, mais c'est dans certains cas, etc., etc. Ok, ok. Bon. Alors venons-en au sujet du jour, donc sur le café et la caféine, parce que c'est vraiment quelque chose de très populaire aujourd'hui, qui voilà, c'est consommé de manière quotidienne par de nombreuses personnes. Ouais. Euh, Peux-tu nous rappeler, toi, c'est quoi les mécanismes physiologiques qui agissent en fait sur l'organisme, donc de la molécule de caféine qu'on va retrouver dans le café?
Ouais, alors parce que oui, c'est ça, parce que dans le café, il y a plein de trucs dans le café, il y a des polyphénols, mais c'est pas l'argument, enfin, c'est souvent utilisé comme une fausse raison par les sportifs en mode oui, regardez, je prends des polyphénols, je suis quelqu'un de bien. Alors qu'en fait, ils prennent du café surtout pour la caféine. Oui. Euh, donc, pour comprendre le mécanisme du café, je vais faire une petite digression d'abord en passant par ce qu'on appelle l'adénosine, qui est une des trois hormones, on va dire, régulatrices des mécanismes du sommeil. L'adénosine, c'est quelque chose qui est produit par l'hydrolyse de l'ATP, c'est un déchet issu de l'utilisation de l'ATP. Donc plus vous produisez d'ATP, notamment dans le cerveau, et spécifiquement dans les astrocytes, plus derrière vous allez produire de l'adénosine. Et cette adénosine-là, elle crée une espèce de pression myostatique qui s'accumule tout au long de la journée. Et lorsque cette pression devient trop grande le soir, ça permet de désactiver certaines zones du cerveau et d'en activer d'autres, et qui va provoquer l'endormissement. En fait, c'est ce qui, d'un point de vue conscient, nous donne ce sentiment de fatigue, qui nous donne envie Un d'arrêter nos relâchement, quoi. activités. Oui, c'est ça. Et alors le mécanisme exact, enfin sans entrer trop en détail, c'est que ça cible des récepteurs de certaines parties du cerveau. Donc des récepteurs, il y en a deux. Tu as les récepteurs A1 et A2A, ça s'appelle comme ça. Euh, c'est comme ça que ça se capte. Et ces récepteurs, en général, ils entrent en compétition avec la dopamine. Et typiquement, ce qu'on appelle les antagonistes à ces récepteurs, en particulier A2A, mais ça marche aussi pour A1, comme la caféine, ce que ça fait, c'est que ça bloque du coup l'adénosine, ça l'empêche d'aller sur ces récepteurs-là. Et du coup, ça sensibilise aussi de manière très indirecte les neurones à la dopamine. Donc ça coupe Donc la la mise sensation en de action, fatigue. quoi. Oui, c'est ça. Ça coupe la sensation de fatigue et ça réoriente l'activité cérébrale en direction de l'éveil. D'accord. Alors du coup, quand on prend évidemment de la caféine dans la journée, eh ben, ça coupe littéralement cette espèce d'accumulation d'adénosine, puisque du coup le cerveau se dit, ah bah tiens, il n'y a plus d'adénosine dans le système. Ça, c'est un premier point, ça coupe cette pression cumulative, pardon. Mais en plus, par exemple, le matin, techniquement, il y a très peu d'adénosine qui est produite, puisque on se réveille, on est frais, on est fraîche comme la rosée du matin. Mais, mais ça marche quand même le café parce que en bloquant ces récepteurs-là, ça active indirectement d'autres neurones qui sont plutôt excitateurs, des neurones noradrénergétiques, des neurones glutamaergiques. Le glutamate, la noradrénaline. Alors, typiquement, la noradrénaline, c'est une hormone qui est un espèce de tambour pour le cerveau qui dit, OK, c'est parti, c'est l'alerte, c'est l'engagement, ce qui donne on va dire, du goût à la vie. Et le glutamate, c'est vraiment un neurone excitateur qui augmente les activités cérébrales. Donc, oui, c'est ça. Donc, du coup, l'effet en même temps de blocage de l'adénosine, du fait d'augmenter l'éveil, et en plus de réorienter le schéma nerveux en direction de l'éveil, de l'excitation, c'est pour ça que la caféine est si puissante. Et aussi d'ailleurs que elle est un tout petit peu entre guillemets addictive, même si c'est pas vraiment une drogue, au sens où forcément elle favorise la libération de la dopamine. C'est la raison pour laquelle il y a des gens qui ont du mal à s'en défaire parce qu'ils en boivent tellement que lorsqu'ils arrêtent, ils ont une perception qui est réelle du fait qu'ils se sentent, ils ont un peu moins de plaisir, littéralement, parce qu'ils ont moins de dopamine libérée, et la dopamine étant l'hormone entre guillemets du plaisir, c'est la raison pour laquelle c'est parfois difficile de s'en passer. D'accord, d'accord. Et il y a des différences quand même entre les personnes alors, parce que tu parlais dans d'autres podcasts de demi-vie en fait de la caféine, là on revient au côté sommeil, et on en Ouais. parlait tout à l'heure avec la chaleur, c'est un peu compliqué. Alors si on rajoute le facteur caféine, on dort pas de la nuit, quoi. Ça dépend des Euh, personnes, on va dire. Ça dépend à quelle heure alors, tu le prends et à quelle heure tu le cibles. oui, alors. Oui, alors il y a deux choses là-dedans. J'ai commencé avec les personnes, les individus. Ouais, Il y a un gène qui existe, sur lequel il existe des mutations, et il y a plusieurs types d'individus par rapport à ce gène. En gros, tu as trois catégories de personnes. Tu as ceux qui métabolisent rapidement la caféine. Ces gens-là, en gros, la demi-vie du café, c'est 3 heures, donc ça veut dire qu'au bout de 9 heures, 90% de la caféine est éliminée par le corps.
Donc ces gens-là, ils peuvent très bien prendre un café à 15 heures. À minuit, ils ont quasiment plus de caféine dans le corps, surtout en plus ils ont fait du sport, donc du coup derrière, ils peuvent dormir tranquillement. Ah, parce que le sport, en fait, enlève ce phénomène, enfin, fait qu'il y ait une libération de la caféine plus rapide, du coup? Alors un Une tout petit peu plus élimination? rapide. Oui, une élimination, oui, un tout petit peu parce que en fait, en faisant du sport, actives un tout petit peu plus ton foie, forcément. Et en activant ton foie, c'est le foie qui produit les enzymes qui dégradent la caféine et aussi qui répare et de régénérer en partie les récepteurs A2A2, A2A, pardon. Donc du coup, forcément, en bougeant, comme tu accélères ton métabolisme, tu accélères un tout petit peu la dégradation de la caféine. D'accord. C'est léger, mais c'est suffisant. Comment dirais-je? Ça dépend des sports, évidemment. Euh, un sport de force où tu fais 3 reps toutes les 3 minutes, c'est Mm. assez modéré. Mais par contre, un sport cardio, typiquement l'endurance, où tu fais 4 heures d'affilée, où tu as le métabolisme qui est actif pendant 4 heures, là, il y a des effets significatifs. C'est-à-dire que la caféine qui était censée marcher pendant on va dire, 15 heures ou 9 heures, ça dépend des gens, elle va peut-être marcher 20% du temps en moins, tu vois. C'est Ok, normal. ok, ok. Donc du coup, tu as ceux qui métabolisent la caféine de manière rapide. Donc eux, ils ont de la chance. Alors je suis allé faire des recherches par rapport à ça parce que je voulais avoir des données un peu épidémiologiques là-dessus. Alors, ça concerne 50% des gens, les gens qui ont ce métabolisme rapide-là, tu vois. Donc bon, très bien. Et comment on peut le savoir, alors, et identifier ça? C'est Alors, difficile? c'est pas forcément. Enfin, moi, par exemple, j'entre dans la troisième catégorie c'est-à-dire de ceux qui ont un métabolisme lent par rapport à la caféine, ce qui est extrêmement chiant. Donc je le sais. Je le sais, c'est très profondément ancré en moi. C'est-à-dire que je prends le moindre café à 6 heures ou à 8 heures du mat, je suis une pile électrique jusqu'à minuit. Et je dors mal la nuit qui suit. Donc Ouais, on est c'est dans le facile même ça. cas. Mais du coup, c'est pas du tout les mêmes stratégies derrière, mais on verra après ça pour la prise de caféine. Et donc du coup, sinon, le test valable, c'est le test génétique ou en laboratoire, quoi. Il n'y a pas 36 000 solutions, malheureusement. D'accord, d'accord. Euh, Ensuite, donc, tu as ce qu'on appelle le métabolisme intermédiaire. Donc le métabolisme rapide, c'est ce qu'on appelle ça correspond à un profil type AA. Intermédiaire, c'est AC et lent, c'est CC. Ça s'appelle comme ça. Donc, le métabolisme intermédiaire, pareil, la demi-vie du café est un peu plus longue cette fois. On est plutôt sur du 4 à 6 heures, un truc comme ça. Donc là, les gens qui prennent un café à 15 heures, pour le coup, auront des effets délétères un petit peu sur leur sommeil parce que la demi-vie du café se rallonge, ça sera comment dire, majoritairement éliminé vers 2 heures du matin. Donc là, il faut faire attention, il faut déjà le prendre un peu plus en amont dans la journée, pas au-delà, on va dire, de 13-14 heures, idéalement. Et ça correspond ça dépend, pareil, ça dépend des ethnies, mais c'est entre 35 et 45% de la population. Donc voilà, la majorité des gens, c'est ces deux premiers types-là, c'est métaboliseurs rapides et intermédiaires. Et vous avez une petite portion de la population, encore là, encore une fois, ça dépend, je vous donnais les chiffres, je les ai récupérés à côté, j'ai pris mes notes. Donc les métaboliseurs lents, là, on est sur une demi-vie de la caféine qui peut être entre 6 et 9 heures. Ah ouais. Ouais. Donc ça veut dire que si vous prenez de la caféine, vous êtes excité toute la journée et vous faites une croix sur une partie de votre sommeil de la nuit qui va suivre après. Ah ouais. Ouais. Alors, comment dirais-je? L'inconvénient, c'est ça. L'avantage, c'est qu'il nous faut pas beaucoup de caféine pour carburer. C'est-à-dire que, en gros, là où il faudra 250 mg de caf pour un athlète, nous, avec 100 mg, on carbure. Avec 2 fois ou 3 fois moins de dose, on carbure tout aussi bien. Parce que un métabolisme lent, ça veut dire quoi? C'est un métabolisme lent de dégradation. C'est-à-dire qu'en gros, le foie ne produit quasiment pas ou très peu les enzymes spécifiques pour les dégrader. Et donc, du coup, ben, la caféine, elle reste là. Et donc, du coup, nous, on continue de carburer avec l'adénosine qui s'accumule. Alors, par contre, Mm. le caféine crash, il est un peu plus violent pour nous, en Ouais, général. Voilà. ouais, ouais, ouais. Alors, du coup, j'avais pris un tableau. Ah oui, là, je le reprends là. Alors, ouais, c'est ça. Chez les Européens, la proportion de métabolisme lent, c'est 10 à 15%. En Asie, c'est 5 à 10% seulement. Ça fait une diff, c'est pour ça que j'en parle. En Asie du Sud, donc l'Inde, Pakistan, on est sur 10-20%. Il y a un peu plus de personnes là-bas qui font ça. Ouais.
En Afrique subsaharienne, c'est là où il y a le plus. On est sur du 20 à 25%. D'accord? Quand même. C'est beaucoup. Et en Amérique latine ou oui, c'est ça, à peu près en Amérique latine, on est pareil sur 10-15%. Et là, il y a des grosses variations génétiques, donc il y a pas mal de variabilité. Donc voilà, comme ça, vous savez, en fonction de l'ethnie à laquelle vous appartenez, ou de vos origines, quel est à peu près vos risques par rapport à ce métabolisme lent. Et pour les autres proportions, elles s'ajustent par rapport à ça, mais c'est toujours majoritairement 50% le métabolisme rapide. Et le reste, en fait, s'ajuste par rapport au pourcentage là que je viens de vous donner. Ok. Et ça, c'est pas modifiable et entraînable, on va dire. Absolument pas. Voilà, c'est génétique, ça reste comme ça toute sa vie, quoi. Et ouais, On va pas apprendre à son corps à métaboliser plus rapidement la caféine. Non, non. En fait, on peut s'habituer, entre guillemets, à la caféine. Finalement, c'est-à-dire, en gros, en consommer énormément pour s'habituer à ses effets. Mais c'est pas une bonne stratégie parce que s'habituer à la caféine, ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement forcer le corps à s'habituer à avoir de la caféine en permanence en lui. Et la conséquence de ça, finalement, c'est qu'on réagit moins bien à la caféine à l'effort, donc c'est moins efficace pour la performance ou l'entraînement. Et secondo, quand on boit trop de café, ça a des conséquences très graves sur le sommeil. Le sommeil étant 30% de votre vie et ayant des conséquences extrêmement positives normalement sur la physiologie, la restauration, système immunitaire et compagnie, il faut surtout pas le dégrader. Ok, Voilà. ok. Et au niveau du foie, est-ce que, il y a plus de risques à être un métaboliseur lent ou un métaboliseur rapide? Pas de différence par rapport à ça. Non, non, aucune. Alors, si on a des maladies, c'est autre chose. Il n'y a pas beaucoup d'articles scientifiques sur ce sujet-là. Euh, alors, pour le foie, en fait, c'est simple. Il n'y a aucune différence quand on est en bonne santé. Quand, dans une situation physiopathologique, ce qui se passe, le seul risque, c'est que si votre foie est malade et qu'en plus vous dormez mal, ah là, c'est double cheeseburger, au revoir, Mm. messieurs, dames. Mm. Voilà. Il faut faire attention à ça, tout simplement. Ouais, c'est ces trois phénotypes-là auxquels il faut faire attention. Et la vie sportive n'est pas la même en termes d'utilisation de la caféine en fonction de ces trois phénotypes, tant sur le dosage que sur le timing, avant l'effort ou pendant l'effort. D'accord, d'accord. Bon, ça, on va revenir plus spécifiquement après. Donc, pour revenir à la prise de caféine, certains m'ont dit, moi, par exemple, je peux prendre, alors que ce soit pour un métaboliseur lent ou rapide, hein, enfin à définir, mais je veux dire, il y en a qui me disent, bah, moi je peux prendre mon café à 20 heures, voire plus tard, et j'ai aucun effet sur le sommeil. Est-ce qu'il y a quand même un impact, même si on ne le ressent pas? Alors oui, c'est rigolo ça parce que du coup avant le podcast j'ai fait un peu mes devoirs et je suis allé voir les dernières publications scientifiques de cette année, donc 2025. Et il y a une étude qui a été faite, c'était quoi déjà? Sur la qualité de la nuit. Ah ouais, voilà, qui a duré 1 an, donc c'est pas mal. Ouais, Et il faisait prendre 240 mg de caféine 3 heures ouais, avant le coucher. c'est quand même beaucoup, quoi. Ouais, et 3 heures avant le coucher, hein, Ah c'est ouais, pas... ils ont fait faire ça aux gens pendant euh, 8 mois. Super. Et du coup, ce qu'ils ont noté, c'est qu'il n'y avait eu aucun impact sur la durée du sommeil. d'accord. Donc ça, c'est intéressant. Mais par contre, une baisse significative de la qualité, forcément. Et là, j'en viens à une différence fondamentale entre dormir et dormir en étant restauré. D'accord? Quand on boit du café, en fait, le problème, c'est que le problème fondamental avec la caféine, ou le café en général, quand on le boit en excès, c'est que comme on coupe tellement cette perception de la fatigue liée à l'adénosine, que du coup, notre cerveau s'habitue à cette espèce d'état sous cortisol, entre guillemets, perfusé au cortisol en permanence. J'en parlerai du cortisol après, mais bon. En gros, on est toujours en sous-tension. Et on a l'impression de jamais être vraiment fatigué. Paradoxalement, il nous faut le café le matin, sinon on n'est bon à rien. Mais ce qui se passe, c'est que lors du processus du sommeil, pendant la nuit, vous avez deux phases du sommeil qui sont particulièrement importantes pour la restauration psychique et physiologique, que sont le sommeil paradoxal, ce qu'on appelle la REM, Rapid Eye Movement, et la non-REM N3, qui est le sommeil profond, voilà, classique. Et
la proportion de ces deux sommeils-là diminue drastiquement, peut être divisée par deux, voire par trois, si vous avez de la caféine dans le sang qui, en fait, vous empêche d'atteindre ces espèces de limbes, ces abysses du sommeil qui sont essentiels pour la santé. Donc, du coup, on peut dormir, et l'étude le montre, du coup, autant de temps que quelqu'un de normal qui ne prend pas de caféine, mais à 8 heures, par exemple, on va dire, ou 7 heures de sommeil égal entre ces deux individus-là, La celui qui aura dormi, qualité, c'est ça, cette qualité-là, c'est ce qui fait toute la différence. Et en effet, boule de neige, en cumulé, euh, en admettant qu'on se fiche complètement de sa santé, ne serait-ce que sur la partie performance, on sera beaucoup plus sujet à des crashs physiologiques ou des crashs nerveux, et donc à de la contre-performance en étant en permanence sous caféine. ah ouais, ok. Bah, c'est pour ça, tu vois, j'en reviens à mon exemple perso, mais je n'en consomme pas au quotidien et puis je le réserve uniquement pour la performance, on va dire, hein. Mais depuis peu, j'étais un anti-café et j'en suis revenu parce que j'ai vu vraiment bon, on en reviendra après, mais sur le côté performance, mais j'ai vu vraiment des bénéfices. Mais en fait, moi, j'estime que consommer de la caféine au quotidien, c'est en fait biaiser un petit peu son énergie naturelle. Oui. Et tu vois, c'est-à-dire que tu es toujours un petit peu sous un stimulant quand même qui fait Mm. que, en fait, tu ne connais pas tes réelles sensations profondes d'énergie, tu vois. Et donc, si tu as besoin de ça pour avancer, pour moi, c'est se mettre des bâtons dans les roues, à long terme en tout cas, hors performance, hein. Bah, oui, alors c'est exactement ça. C'est que si on en a besoin, si c'est pas un plaisir mais un besoin, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a une fatigue sous-jacente qui s'est installée et que probablement on ne prend pas assez de repos, parce que c'est ça le danger derrière, c'est que comme on sent pas la fatigue, on ne prend pas de repos nécessaire pour se restaurer. Et il faut jamais oublier, et tous les athlètes, tous sports confondus, ont tendance à oublier ça, le repos c'est 50% de l'adaptation. C'est la moitié du travail, hein. Donc, si on se repose pas, on fait ce qu'on appelle du junk volume, hein, c'est-à-dire qu'on s'en surentraîne pour rien, avec des effets, des adaptations qui ne viennent pas parce que en fait, le corps n'est pas assez reposé pour les créer. Mm, tout à fait. D'ailleurs, ouais, par rapport à un truc rigolo, tu vois, pour mettre un peu de mesure dans ce que je dis par rapport à la caféine, il y a donc pareil, hein, dans ma recherche biographique, il y a une super étude qui est sortie, il y a une très très grosse méta-analyse, qui a montré que, en fait, sur le café, la consommation de café, les consommateurs de café du matin, qui prennent un café, pas plus, hein, le matin, sur le long terme, ils ont 16%, c'est quoi, c'est ça, oui, 16% de risque en moins de mourir pendant la période étudiée, comparé à ceux qui ne boivent pas ou qui en boivent à n'importe quelle heure. Ok. Autrement dit, en fait, le fait d'avoir un apport en café, en caféine le matin qui est modéré, puisque c'est qu'une seule tasse, hein, ça revient à entre 50 et 75 mg de caféine, et ben, c'est protecteur sur le long terme. Alors pourquoi sur le plan physiologique? Ça s'explique probablement parce que déjà, ce ne sont pas des athlètes de haut niveau qui sont pris, ça a été des centaines de milliers de personnes, donc c'est du tout venant, hein, il y a de tout dedans. Et dans le tout venant, la majorité, c'est forcément des sédentaires. Comme ce sont des sédentaires, ça veut dire que leur activité physique régulière n'est pas suffisante pour leur propre santé. Et le café, qu'est-ce que ça fait? Ça fait monter le cortisol, ça augmente le métabolisme cellulaire, la glycolyse, la lipolyse, la bêta-oxydation et l'utilisation du glycogène. Ça augmente un peu les capacités cognitives, ça éveille, ça contient des polyphénols qui sont aussi bénéfiques pour le corps. Donc pour tous ces aspects-là, pour quelqu'un qui est sédentaire, qui est entre guillemets en sous-activité cardiovasculaire, sous-activité cardiaque, forcément ça va aider. Il y a beaucoup d'études qui montrent que la prise de café justement aide par rapport à ça. Et c'est souvent un argument qui est utilisé typiquement sur YouTube et en podcast pour dire bah, prenez, consommez du café, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la longévité. Mais je tiens du coup juste à argumenter sur ce point précis, c'est que c'est vrai parce que ce sont des sédentaires, mais ils n'ont pas la même physiologie du quotidien que des gens qui s'entraînent bien, hein, on va dire au moins 6 7 heures par semaine, et qui du coup ont forcément déjà de base une activité cardiovasculaire qui est saine pour leur santé. Et dans ce contexte-là, l'effet de la caféine est extrêmement modéré, voire quasi nul. D'accord, d'accord.
Oui, parce qu'on entend aussi, oui, des effets positifs éventuellement sur la santé cardiovasculaire, etc. C'est ce que tu dis. Ouais. Oui, c'est ça, mais en fait, ça vient de ce problème-là qui est que la plupart des gens en étant sédentaires n'ont pas une activité cardiovasculaire suffisante pour leur propre bien, et le café, en fait, force la machine, Ouais, même en ouais. étant à l'arrêt. C'est ça le truc. Et il y a quoi d'autre comme effet positif qu'on pourrait relever je parle hors stimulation performance, mais sur le point de vue tout simplement de la santé, c'est quoi les principales bénéfices qu'on pourrait Alors, en tirer? les principes, ouais, en dehors de ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on appelle ça? C'est l'apport en polyphénol, d'un point de Ouais. vue. Mais ça reste marginal quand même. Alors, certains disent que oui, certains disent que non. J'ai pas d'avis tranché parce que pour le coup, c'est hors de mon champ de compétences, puisque ça dépend aussi de la nature du café, Hmm. Robusta, Arabica et compagnie. Bon, moi personnellement, je ne me base pas sur je ne me base pas sur mes apports en polyphénol par mes bonbons de caféine. Ouais. Je Ouais. troll évidemment parce qu'il n'y a pas il y a pas de polyphénol dans les bonbons de Ouais, caféine. bah oui, oui, oui. Pour m'ajuster par rapport à ça, je préfère manger plus de légumes et de fruits. Ouais, Et exactement. je conseille aux gens de faire pareil. Comment dire, quand on ajuste ses apports en polyphénol par le café du matin, c'est qu'il y a un problème probablement dans Ouais. l'alimentation. Alors sinon, oui, il y a d'autres trucs. Alors c'est marrant donc c'est rigolo que tu me mentionnes ça. Donc il y a eu des choses qui ont été faites sur la santé mentale et les troubles psychiatriques, des grosses études qui sont sorties cette année. Et c'était quoi déjà? Oui, c'est ça. Le comment on appelle ça? Moins de susceptibilité à la dépression en étant sous caféine. J'ai envie de dire, c'est normal. Ça en revient à ce que tu as dit tout à l'heure avec la stimulation des neurotransmetteurs, tout simplement. Voilà, tout simplement, vous produisez un peu plus de dopamine, donc c'est une bonne chose. Alors par contre, quand vous buvez trop de café, il y a une autre étude qui est sortie où ça a augmenté les risques de suicide chez les gens dépressifs. Ouais, comme toujours, de toute façon, il faut trouver le juste équilibre entre Voilà, mais ça, pour quoi. la même raison, hein. Hmm. Pas assez de sommeil, donc derrière. Alors, oui, d'ailleurs, par rapport à ça, un truc qui est intéressant, c'est que le café, donc ça a aux effets on a mentionnés, comme ça fait monter le cortisol et que ça un peu suractive les neurones noradrénergiques, donc c'est une espèce de tambour du cerveau pour nous alerter. Les neurones noradrénergiques sont également orientés pour faire ressentir donc l'alerte. Et l'alerte, c'est positif comme négatif. Si on est anxieux, ça amplifie l'anxiété. Et du coup, la prise de caféine excessive en particulier, ou alors modérée, mais chez des gens anxieux, va faire monter l'anxiété. Donc il faut faire D'accord, attention à ça. d'accord. Et donc, si vous êtes d'un naturel anxieux, euh, que dès que vous regardez, vous lisez un journal ou la télévision, vous avez besoin de manger un fondant au chocolat pour vous rassurer, ne buvez pas de café. C'est pas pour vous. Et, Privilégiez le thé. ouais, ouais. Et d'ailleurs, oui, juste terminer là-dessus, et par rapport au niveau du foie, on entend souvent qu'il y a des problématiques au niveau foie par rapport à la surconsommation de caféine. C'est uniquement dans le cadre où on a des pathologies ou ça peut, à long terme, si on en consomme trop, avoir un effet négatif quand même? En fait, oui, ça peut avoir un effet négatif, mais c'est simplement lié au fait qu'on dort moins bien. Et donc, comme on dort moins bien, lors des phases N3, en particulier du sommeil, la restauration des organes internes se fait moins bien, et donc le foie est impacté comme tous les autres organes. C'est juste pour ça. Le café n'est pas toxique Voilà, c'est particulièrement, ouais, si c'est ça ta question. ouais, ouais. Et alors, il y a encore deux autres trucs qui sont sortis cette année, parce il y avait pas mal de choses quand même cette année qui sont sorties. Le premier, c'est un effet sur les migraines, hein, Mhm. donc le café semble bénéfique. Alors pareil, la raison physiologique derrière, c'est que comme ça fait monter la noradrénaline, ça augmente aussi la production d'un truc qui s'appelle la vasopressine, qui est une hormone spécifique qui augmente la pression artérielle. Et ce faisant, en fait, en augmentant cette pression-là, vous augmentez le flux sanguin momentanément et ça fait disparaître les migraines chez certaines personnes. Mais à l'inverse, c'est aussi pour ça que les gros consommateurs de café, quand ils arrêtent le café, ils ont des migraines. Et ça D'accord. c'est une raison aussi qui explique pourquoi les gens
n'ont pas envie d'arrêter le café parce qu'ils n'ont pas envie de se prendre des maux de tête pendant 2 semaines. Parce que ça dure en général D'accord, ça 10-15 jours. d'accord. Voilà. Il y a un autre effet aussi, alors moi ça m'intéressait parce que, comment dire, dans le domaine du sport, c'est assez intéressant, c'est sur la constipation et disons, le transit. Et là, il y a des effets qui sont très contradictoires, je pense, parce que j'ai regardé les revues en question, ça vient du fait il y a un mauvais tri entre les gommes, les bonbons, Hmm. les cafés et compagnie, et aussi les activités choisies, mais euh, alors, selon les études, il y a des effets contradictoires. C'est-à-dire que dans certains cas, le café est constipant ou ne lutte pas contre la constipation. Dans d'autres cas, il a tendance à aller faire aller, on va dire. Moi, ce que je crois quand même, de ce que racontent les études et les statistiques que je vois là-dedans, c'est que globalement, si on commence à dépasser une certaine dose, et c'est variable d'un individu à l'autre, donc j'ai pas de recommandation spécifique à faire, c'est quelque chose qui a tendance à faire aller, le café. Ouais, ouais. Ouais. Ça, voilà, y a pas de mystère par rapport à ça. Même si les chercheurs sont très prudents sur ce sujet. Ouais. Ok. Euh, En termes de milligrammes, donc il y a un dosage dans un café. Mm. Euh, Ça représente quoi en général? Bon, il y a des différentes prises, hein. Il y a des espressos, il y a des cafés filtres, il y a aujourd'hui le soluble, il y a même le décaféiné. En moyenne, dans un café, qu'on prend une tasse, voilà, un café normal, ça représente quoi en termes de milligrammes? Et surtout, c'est quoi la dose journalière à ne pas dépasser pour être dans cette notion sécuritaire? Alors, là, pour le coup, on est en partie en dehors de mon champ de compétences parce que vraiment, il y a tellement de variétés de cafés différents, de gammes, de produits qui Difficile existent. à définir, quoi. Ouais, moi, je m'y connais pas assez là-dedans. Donc, c'est compliqué de te dire ça. Je peux dire en revanche, vu que je m'intéresse beaucoup aux perturbateurs endocriniens, c'est que dès qu'on touche à du café lyophilisé, filtre, les Nespresso qui sont vantés par Georges Clooney en permanence, là, et Jean Dujardin en pub, Ouais, il faut faire attention à ça parce que ça contient des perturbateurs endocriniens, ça contient des saloperies qui ont des effets du coup forcément délétères sur les tissus. Et du coup, si vous consommez du café, vraiment, l'idéal, une soit machine, quoi. c'est vraiment une machine à grains, où vous mettez, vous prenez vos propres grains, vous les moulez vous-même, vous les moulez, vous en faites de la poudre vous-même. Mm. Ou alors, si vous n'êtes pas un grand amateur de café ou que vous avez la flemme, mais que vous en avez besoin pour le sport, bah, moi, c'est ce que je fais, je prends des bonbons à la caféine ou des gommes, des trucs comme ça. Ça marche très bien. D'accord, d'accord. Et tu m'as dit quoi, du coup? La Bah, quantité? globalement, ouais, la quantité dans un café, plus ou moins, qu'est-ce qu'il peut y avoir? On va pas parler des types de café entre Robusta, Arabica, Liberica, il y en a plein. Mais globalement, en moyenne, est-ce que c'est de l'ordre de 70 à 80 milligrammes à peu près une tasse de café, c'est ça? Ouais, c'est entre 60 et 90 milligrammes. Après, si tu vas en Italie, ils te font des cafés qui sont plus violents. Ouais, Bon, voilà. C'est compliqué à définir quand on prend un café comme ça, de dire un petit peu près à peu près la dose, quoi, on va dire. ouais, ouais. Alors, après, au niveau ce que tu m'as demandé, je crois, quelle est Bah, la les limite à pas dépasser? recommandations journalières, ouais. Eh ben, alors, Est-ce d'un qu'on point de raisonne vue. par kilo de poids de corps ou est-ce que ce qui est dit un petit peu les 400, 500 milligrammes par jour, est-ce que c'est une norme Non, mais moyenne voilà. non, mais ça, c'est des doses assassins, ça. Bah ouais, oui, ça me paraît beaucoup quand même, quoi, tu vois. Alors, justement, bah, du coup, si on se fie à ce que raconte la recherche, c'est pas plus qu'un café par jour pour la santé. D'accord. Hein. Donc, Ok. même si c'est un super gros café, on dépasse pas les 90 milligrammes. Voilà. D'accord. Et c'est plutôt le matin. Maintenant, pour les sportifs, les recommandations hautes, c'est de ne pas dépasser effectivement 400-500. Voilà. D'accord. Mais pareil, alors, parce que j'aime bien, moi, comment dire, j'utilise vraiment les papiers scientifiques comme une base de données brutes. Et comme j'ai la bouteille sur le plan de la physiologie, de la biologie, je raisonne derrière par rapport à ça. Pourquoi ils disent 400-500 milligrammes? Alors, pour les métaboliseurs lents, c'est une dose assassin. Ne faites jamais ça. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? C'est parce qu'en fait, ils font des tests sur quoi? 2-4 semaines, sur des protocoles d'effort, où ils font des prises comme ça 2-3 fois par semaine. Et les autres jours, ils prennent pas de café. Et effectivement, dans ce genre de situation, que ce soit en endurance, sur des efforts courts,
ou pour de la force, eh ben, il y a des gains significatifs, mais c'est forcément, puisque en gros, on sent pas la douleur, on sent pas la fatigue, donc on peut Mm. aller beaucoup plus loin. Mais par contre, ce qu'ils disent pas, c'est la qualité du sommeil, parce que dans ces études-là, ils mesurent pas ça, ils mesurent que la perf. Mais ce qui est certain, c'est, puisque en gros, on le sait, qu'au-delà de... alors, c'est d'autres études épidémiologiques, mais en gros, au-delà de 200 mg de caféine, il y a un effet potentiellement délétère sur le sommeil, surtout si le café est pris après 15 heures. Voilà. Donc, ça d'ailleurs, ça permet en partie de répondre à la question, c'est que si vous prenez 200 mg de caféine et que sur les 200 mg, une partie est prise après 15 heures, il y a forcément des Ouais. effets délétères sur le sommeil. Ah oui. Voilà, c'est simple. Mais du coup, si vous faites attention à ça, peut-être que ça ira pour vous, sous condition que vous soyez un métaboliseur rapide. Si vous êtes intermédiaire ou lent, alors si vous êtes lent, cherchez même pas, et si vous êtes intermédiaire, il peut y avoir des risques Ok. sur la santé. Et concernant du coup, cette surcharge en milligrammes, c'est vraiment, encore une fois, je le précise, c'est parce que simplement, ils mesurent la performance physiologique, où là, du coup, ils voient des effets globalement positifs, même si on va en parler après, en prenant trop de caféine, on peut aller dans la contre-performance. Ouais. Oui, forcément, c'est comme c'est un excitateur, c'est un neurostimulant, ça a des effets positifs. Donc oui, en théorie, on peut aller jusqu'à 400-500 mg. Euh, Mais globalement, pour un sédentaire, on va dire plutôt répartir alors ces cafés, la prise dans la matinée, et encore selon le métabolisme, et on va dire 1 à 2 cafés maximum. ouais, c'est Et ça. voilà, pour Et, éviter les problématiques de sommeil, c'est toujours la balance bénéfice-risque en fait. C'est-à-dire que oui, on va être peut-être plus stimulé, mais si on annule le côté sommeil, après c'est une boucle qui s'alimente de façon négative, quoi. Et c'est ça, à 100%. Et en plus, il s'avère que concernant le sport, au bout d'un moment, il faut périodiser, parce que sinon, le café n'a plus cet effet stimulant aussi marqué. Donc, c'est moins intéressant. Mais par rapport aux doses, alors pour les sédentaires, vraiment, euh, la fourchette haute, c'est 200-240 mg par jour. C'est plutôt pour les métaboliseurs rapides. Pour les métaboliseurs lents, c'est littéralement zéro. Même un Zéro, DK voire. alors, Bah, un DK, oui, il y ça a va. 20 milligrammes en gros, c'est à peu près ça. Oui, Enfin, si tu manges c'est une tablette de marginal. c'est marginal ça. Mais il faut que ce soit le matin. Pour Ouais, les métaboliseurs lents, si vous voulez avoir aucun risque, c'est tôt le matin. C'est même ouais, pas genre à 10 heures, c'est ouais, avant. Pour les métaboliseurs intermédiaires, si pareil, si vous voulez être dans le zéro risque, il faut que ce soit avant 12 heures, 13 heures, hein, ouais. typiquement, pas plus tard. Et il faut rester, alors pour les métaboliseurs rapides, pardon, lents, donc CC, il faut vraiment être sous cette dose journalière des 60-70 mg, donc un truc assez léger. Les métaboliseurs intermédiaires, on peut doubler, donc avoir en gros 2 cafés par jour. Même si globalement, ce que montre l'étude épidémiologique, c'est qu'encore une fois, un seul café quand on est sédentaire, c'est suffisant. Les sportifs peuvent tolérer plus parce qu'ils sont plus actifs, mais c'est pas parce qu'ils peuvent tolérer plus qu'il faut le faire. Exactement, Voilà. exactement. Bon, je pense qu'on a fait le tour dans le quotidien. Maintenant, on va venir à la spécificité du milieu du sport. On en a déjà un petit peu évoqué. Donc là, on parle plus de la molécule de caféine. Ouais. Aujourd'hui, elle est utilisée voilà, il y a beaucoup de marketing autour de ça, dans l'ultra-endurance avec les gels, les gommes, les boissons énergétiques qui contiennent de la caféine. Alors, pas tout le monde ne regarde le dosage et pas tout le monde ne sait ce que ça représente en milligrammes, on l'a défini là. Euh, Comment déjà l'utiliser de manière efficace, que ce soit avant, mais aussi pendant l'effort? C'est-à-dire que si on prend une dose de caféine avant pour pouvoir profiter d'un effet boostant sur sa performance sportive, à quel moment il faut le prendre stratégiquement pour vraiment avoir les pleins bénéfices? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, si vous voulez maximiser l'effet de la caféine, ce qui est important de faire, c'est de se sevrer pendant au moins une semaine avant une compétition. D'accord? Entre 7 et 10 jours, pour vraiment maximiser les effets stimulants. Donc ça, c'est un premier point. Parce que si vous prenez du café tout le temps, et même si vous timez correctement la caféine le jour de l'effort, ce sera quand même moins efficient. Ok, bon, Donc, certains disaient l'inverse, justement, que en fait, il n'y avait pas de, enfin, pas l'inverse, mais disaient que le sevrage, ok, hmm. euh, n'impactait pas le côté performance musculaire. Alors peut-être il y a le côté ressenti. Moi, je te rejoins hein, sur la situation. Hein. C'est-à-dire que j'estime que euh,
avoir ce phénomène de sevrage, il y a quand même un phénomène de désaccoutumance, alors peut-être psychologique aussi, tu vois, de cet effet Ouais. stimulant, etc. Et que le jour où on en reprend, effectivement, on a cet effet boostant un petit peu plus important. Maintenant, il Alors, y en a d'autres qui s'effondreraient. Et en fait, il disait qu'en fait, en coupant un petit peu trop la caféine pour des gros consommateurs, eh ouais. ben, en fait, ils avaient très mauvaises sensations avant leur compétition, etc. Et qu'ils ne se sentaient pas rassurés. Donc, on en revient au côté psychologique. Donc, il faut adapter à la situation de chacun. Mais c'est ça le point d'orgue du sujet. Parce qu'effectivement, sur le plan physiologique, on ne mesure pas vraiment de différence pour des consommateurs réguliers, mais qui sont normés, hein, qui ne sont pas excessifs, sur le plan physiologique. Tout se passe dans la tête. Comme la fatigue perçue est quasi nulle en se sevrant, et que ben, n'importe quelle performance, que ce soit sur du court ou sur du long, c'est d'abord avant tout la très haute performance. Quand je dis la très haute performance, c'est la performance pour soi. C'est pas Oui, oui, forcément oui. un score de niveau olympique. C'est forcément, ça dépend de ce qui se passe dans la tête. C'est beaucoup plus facile mentalement d'aller chercher à ses limites. Ou se dépasser, ou en tout cas faire quelque chose de grand pour soi-même, en ayant une fatigue perçue qui est nulle. Ça, c'est ça le facteur fondamental. Donc effectivement, les consommateurs réguliers sur le plan purement... si vous êtes une machine sur le plan mental, mais bon, de ma perception personnelle, je considère que la plupart des athlètes se surestiment par rapport à ça, Ouais. vous pouvez effectivement consommer du café tout le temps et vous ne pas périodiser. Maintenant, comme tu dis, les athlètes qui consomment beaucoup du café, qui, quand ils arrêtent le sevrage, quand ils se mettent en place un sevrage pour une compétition et qu'ils sont cramés, ça veut clairement dire qu'ils étaient soit en surentraînement, soit qu'ils surconsommaient la caféine. Exactement, c'est ce que je dis aussi. Ça Voilà, révèle justement la situation de fatigue sous-jacente. c'est ça. Et pour des raisons que j'ai du mal à comprendre, il y a des athlètes, particulièrement en endurance, ils veulent pas dormir. Ils se disent non, mais c'est vraiment pour les boviettes. Donc, non, il faut faire des siestes, il faut dormir, il faut se reposer, il faut laisser le temps au corps de se restaurer pour créer des adaptations. Mais ça, pour le faire, il faut éviter de consommer du café. Et justement, du coup, là, le sevrage permet aussi ça, permet cette espèce d'affûtage physiologique, donc de donner cette liberté au corps de créer les adaptations les plus complètes avant le jour de compétition. Mais ça ne marchera évidemment correctement que si vous n'êtes pas dans l'excès. Voilà. D'accord, d'accord. Et donc, par rapport Euh, si voilà, je veux réaliser, même dans ma semaine, un entraînement où j'ai besoin vraiment d'aller chercher de la performance, parce que c'est stratégiquement ce qu'on peut faire, c'est-à-dire oui. autour des efforts plutôt intenses, mais aussi longs, euh, je la prends quoi, 30, 45 minutes avant l'effort? C'est en gros la métabolisation par l'organisme, c'est à peu près ça? Alors ça dépend. Ça dépend si c'est par exemple un chewing-gum ou si c'est un café. Ouais, il y a des différences, ouais. Voilà. Le chewing-gum, c'est ce qui a l'absorption la plus rapide. Mm. Vous mâchez le chewing-gum pendant 20 minutes, ça y est, votre taux de caféine dans le sang, il est au max. Ouais. Voilà. Donc, si c'est un café, par contre, il faut le prendre 1 heure avant. D'accord. Ok. Mais ça, c'est pour les métaboliseurs rapides. Ah ouais. Ouais. Vous multipliez par 1,5 pour les métaboliseurs intermédiaires. D'accord? Donc, c'est pas une grosse différence pour le chewing-gum, c'est au lieu de le faire 20 minutes avant, vous le faites 30 minutes avant. Par contre, pour le café, vous faites ça 1 heure et demie avant euh, la compétition ou l'effort. Et pour les métaboliseurs lents, il faut doubler, au moins. D'accord. Et ça, D'accord. c'est pas pareil du coup. C'est-à-dire que le chewing-gum, faut le prendre entre 40 minutes et 1 heure avant. Le café, faut le prendre entre 2 et 3 heures avant. D'accord. Ou alors, ça va décaler, on va dire, la fenêtre d'optimisation des performances sur l'entraînement. Ça peut être ça aussi, c'est-à-dire, je pars pour une sortie de 4-5 heures à vélo ou en course à pied, j'ai des intensités à faire au bout de 2 heures, par exemple. Ça peut avoir son intérêt à se dire, je répartis en fonction de ce que j'ai à faire sur la sortie, du coup. Oui et non? Ben, oui et non. En fait, alors là, pour le coup, c'est compliqué parce qu'effectivement, ça va dépendre du temps de durée de l'épreuve. Si on est sur un effort, alors déjà, si on est sur un effort de moins de 2 heures, Ouais, là, il n'y a pas de question qui se pose, il faut le prendre bien en amont quand même, quoi. il faut prendre en amont, voire ne pas en prendre du tout. Euh, D'accord.
Tu vois, c'est plutôt ça. Si on est sur du supérieur à 2 heures, effectivement, on est là-dedans. Et alors, par contre, si on est sur des efforts qui vont être supérieurs, on va dire, à 4 heures, Ouais, dans ce cas, ce qui est pas mal, c'est d'avoir un apport modéré en amont, donc ouais, avec les timings que j'ai donnés, et d'avoir un relais à peu près entre la mi-temps et le 2 tiers temps, ouais, du temps estimé de l'effort. Alors, pareil, ça dépend des individus en termes de grammage, enfin de dosage, mais ce timing est toujours le même, peu importe le génotype, donc AA, AC ou CC. Simplement, le fait d'avoir une petite relance à ce moment-là, ça peut être pratique pour couper, sous forme de gel, typiquement, pour couper la sensation de fatigue et aller au bout. Voilà. d'accord, d'accord. Et le truc, c'est que sur des efforts encore plus longs, Ouais, comment la alors, répartir, tu vois, parce qu'on se pose j'ai beaucoup de questions par rapport à ça. Moi, je fais des épreuves qui font 24 heures, voire plusieurs jours. ouais, Euh, Là, c'est difficile de se dire, j'ai une stratégie peut-être en amont, j'ai une stratégie lissée sur la journée, j'ai une stratégie plutôt à des phases stratégiques de ma journée, de ma compétition. Euh, Tu vois, je prends typiquement moi, ce que je remarque avec la caféine, je reprends mon exemple perso par rapport à la dernière course que j'ai faite. J'ai fait beaucoup d'entraînement avec la caféine, ça m'a très très bien réussi. Et j'ai continué un peu ce protocole, mais ma course a duré 27 heures. J'ai pris au début, euh, la problématique que je remarque avec la caféine, c'est que ça me donne un RPE qui est vraiment beaucoup plus faible qu'à l'accoutumée. Mais ouais, par contre, j'ai ma fréquence cardiaque qui est beaucoup plus élevée et donc une dépense énergétique qui est beaucoup plus élevée. Et j'ai ouais. même psychologiquement du mal à ralentir en fait. Ça me stimule tellement que j'ai vraiment du mal à ralentir. Alors l'effet pervers de ça, c'est qu'au bout de 5, 6 heures, là je l'ai ressenti, j'ai eu un gros crash en fait. Alors Mm. d'une part, ça s'explique par un départ trop rapide, il y a eu des orages, etc. Bon, ça oui, mais j'ai l'impression que ouais, ça fait un pic et qu'après ça descend. Donc, sur des efforts très longs, est-ce que c'est intéressant quand même de le prendre au début ou est-ce qu'il vaut mieux attendre les phases stratégiques comme la nuit ou dans la journée, justement quand l'énergie retombe? Alors, là, pour le coup, et j'en suis le premier navré. Il n'y a pas de réponse à l'heure actuelle sur ce Ouais, sujet-là. ouais, Alors, ce que du coup, oui, parce que comme je te disais, j'ai fait mes devoirs, j'ai regardé les publications scientifiques pour 2025 sur la caféine. Mais après, j'ai fait un autre truc aussi, quand même, par curiosité. J'ai regardé un peu pour voir, puisqu'on est sur un podcast axé endurance, les derniers articles scientifiques qui font le lien entre la consommation de caféine et les efforts d'ultra-endurance. Marathon, triathlon, le cyclisme sur des efforts longs. Sur les 5 dernières années, zéro. Zéro article scientifique sur le sujet. il n'y a pas d'études là-dessus, hein. Ouais, et avant, il y a des articles, mais qui ont un design scientifique qui est pas top. Il y a trop peu d'individus, on ne sait pas quel est leur génotype. Enfin, il y a trop de variables qui fait que du coup, c'est l'astrologie de la pizza. Hmm. C'est encore compliqué à définir alors. Ouais. Alors, parce que du coup, tu as plusieurs sons de cloche. Par exemple, pour avoir les bénéfices de la caféine, si on oublie les génotypes, quand tu prends par exemple 60 mg de caf avant la compétition ou avant un effort super long, quand tu en reprends pour avoir les mêmes effets, tu es censé doubler. Ah Ok. ouais, non, ouais, je comprends mieux alors les effets, ouais. Je comprends mieux. J'ai l'impression qu'après, en fait, même si je reprends des gels ou des gommes à la caféine, j'ai pas le même effet pump, quoi, en fait. L'effet boostant que je recherche. Ouais, mais le problème, c'est que. Alors, ça dépend vraiment de ton génotype, mais le problème, c'est qu'on va dire, même dans le cas idéal où tu es un métaboliseur rapide, le fait de doubler, ça peut accentuer, ça va forcément accentuer la sudation, le métabolisme énergétique, l'utilisation de ton glycogène, et du coup, ça va te déshydrater, tu vas perdre en minéraux, donc tu auras des risques de crampes qui seront plus importants. Et, et le problème, c'est que, euh, donc si tu as un métaboliseur rapide, on va dire que tu as besoin, il faudra que je réfléchisse à ça, mais oui, c'est ça, c'est la demi-vie, donc c'est 3 heures, donc du coup, on se dit,
on se dit, allez, on dit deux demi-vies, c'est-à-dire que tu doubles ta conso de café toutes les 6 heures. Donc, tu vois, pour un effort qui est très long, en admettant, c'est un exemple très rudimentaire, Mm. tu vas forcément vers le crash, soit sur le plan des minéraux, soit sur le plan du glycogène, soit sur le plan, que je disais tout à l'heure, sur le plan attends, glycogène, minéraux, euh, oui, sur le fait que la tension artérielle va être telle que du coup tu vas avoir des palpitations et une sudation excessive, donc Ouais. des crampes. Euh, en fait, c'est pas soutenable. C'est clairement pas soutenable. Donc, on peut pas juste se dire, on veut avoir exactement les mêmes effets tout le temps. Pour une stratégie raisonnable sur des trucs très longs, c'est d'avoir des petits apports. Alors, le classique aussi, faut prendre aussi en compte le cycle circadien, c'est que s'il y a une épreuve qui commence le matin, avoir, tu vois, de la caféine le matin, très bien. Mettons qu'elle dure plus de 24 heures, tu vois, donc on Bah, commence le matin. typiquement, c'est ce que j'ai eu. J'ai commencé, mon heure de départ était 10h30. Tu vois. Ouais, voilà. Bah, du coup, moi, à ta place, ce que je ferais, c'est donc un apport normal de caféine. Donc si tu as un métabolisme lent, bah, du coup, 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures avant l'effort. Bah maintenant, ce que tu me dis, je sais pas, parce que j'ai l'impression que quand j'en prends, j'ai quand même cette sensation d'être stimulé assez rapidement. Tu vois. Donc, Ouais. voilà, il Mais en faudrait fait, redéfinir ça, quoi. le problème des métaboliseurs lents, c'est que en fait, le cortisol monte tellement haut que leur fréquence cardiaque monte de manière excessive et que s'ils se mettent en activité dès le début, ils ont une surconsommation inutile de minéraux et de glycogène. Donc ça les D'accord, ouais. scie pour le reste, c'est pour ça. Et après, donc les doses sont à voir en fonction des types, ça, j'en parlerai après, mais en gros, c'est d'avoir un relais énergétique en glucides, ça c'est tout le monde, mais pardon, en caféine, probablement, donc mettons que tu commençais à quelle heure? 10h30. 10h30. Bah, d'avoir un apport donc, 9h à peu près. ouais, donc à 9 heures et avoir ensuite une prise à probablement un petit relais à 15 heures et Ouais. un autre petit relais vers 21, 22 heures quand Ouais, la nuit avant la commence à phase de tomber. nuit, ouais. Ouais. Ouais, il y a beaucoup d'études qui montrent que la prise de caféine avant la nuit dans les sports d'endurance, bon, ça Ouais. c'est des vieilles études, mais c'est quand même assez unanime, c'est efficient pour mieux passer la nuit. Et dans la nuit, on reprend encore 6 heures après. Mais donc si on fait ça, il faut prendre des petites doses pour éviter, encore une fois, un excès de tension artérielle, des risques de crampes, la déshydratation, la sudation excessive, la déminéralisation. Voilà. D'accord, d'accord. On va plutôt Euh, raisonner alors par tranche de 24 heures en termes de milligrammes pour ne pas dépasser une certaine dose ou on peut monter un peu plus par rapport aux différentes recommandations voilà, des 400, 500, 600 milligrammes. Ou est-ce qu'il faut raisonner par kilo de poids de corps? Parce que récemment, quand je vois des protocoles de certains sportifs qui sont à 1 milligramme de kilo de poids de corps et par heure d'effort, je me dis, oh, ça fait oh beaucoup, non. quoi. C'est Non, énorme. non, ouais, ouais, non, les recos, on est plutôt sur 1 mg par kilo de poids de corps à chaque relais, tu vois, toutes les 6 heures. Ouais, d'accord, Tu vois, d'accord. c'est pas énorme. Et alors, avant l'effort, les recos, c'est du 2 à 4 milligrammes. Alors, 2 à 4 milligrammes, alors attends, parce que je te donne en fonction des génotypes, parce que là, je les ai pas appris par cœur, mais en gros, c'est 3 à 6 milligrammes pour les métaboliseurs rapides, Ouais, avant l'effort, ouais, par kilo de poids de corps. Donc, ça peut monter assez vite, hein, quand même. Entre 2 et 4 milligrammes par kilo de poids de corps pour les intermédiaires, ouais. et entre 0,5 et 2 milligrammes par kilo de poids de corps pour les métaboliseurs lents. D'accord, d'accord. Ok. Donc, en fait, finalement, mon discours là, ce que ça montre, c'est que, à moins d'être un métaboliseur rapide, si vous êtes intermédiaire ou lent, peut-être que vous avez tendance à consommer trop de caféine pour votre propre bien. Ouais, ouais, ouais. Voilà. C'est ce qui n'est pas forcément facile Bah, il faut à tester, quoi, en concevoir. fait, à l'entraînement Ouais. pour voir exactement. Ouais. Ouais, c'est ça. Et après, ouais, il y a un truc important aussi à moduler, si vous êtes sujet aux crampes, euh, ou si vous êtes sujet à, par exemple, une montée excessive de votre rythme cardiaque, Mm. ce qui est pas forcément, c'est rare, enfin, c'est moins souvent le cas pour les athlètes d'ultra-endurance, parce que vous avez quand même un cœur qui est super, vous avez un premier seuil ventilatoire qui est très très haut. Mais bon, ça vaut le coup de combiner la prise de caféine
pendant l'effort ou avant l'effort avec de la taurine. D'accord, Parce que la taurine, c'est pas un stimulant. La taurine, c'est un anti-crampant. D'accord? d'accord. Ça a un effet très puissant sur la régulation des ions calcium, potassium et compagnie dans les cellules, alors en particulier cardiaque, mais c'est vrai pour les tissus. Et vraiment, ça empêche de cramper, c'est très très efficace. Il n'y a pas besoin d'en prendre des millions, des tonnes et des tonnes. En prendre 1 ou 2 grammes avant un effort très long, et à chaque fois qu'on reprend de la caféine, prendre 1 gramme, par exemple, ou alors le mettre dans sa boisson d'effort, comme ça, on n'y réfléchit pas. Eh ben, ça permet non seulement d'éviter cette montée excessive de la pression artérielle, puisque c'est vasodilatateur légèrement, ça permet d'éviter la tachycardie, j'exagère un peu, mais le fait d'avoir une fréquence cardiaque qui est trop élevée, et Mhm. ça permet d'éviter les crampes. Et en fait, encore une fois, la problématique avec le café, c'est pas tant, surtout sur les preuves d'endurance, c'est pas tant ce qui se passe sur les, disons, 12 premières heures, mais c'est ce qui passe sur la seconde moitié. Eh oui. Et donc, ce que vous allez mettre en place de manière invisible sur la première moitié va avoir un impact colossal sur la seconde moitié. Ouais. Donc voilà. Alors évidemment, il y a aussi la gestion des glucides qui est particulière, mais ne serait-ce que par rapport à la caféine, si vous voulez vraiment maximiser ça, le mieux c'est d'avoir des petites doses, des petits apports, euh, rég- Lycée, quoi. ouais, à lycée plutôt, parce que les gros apports, il risque d'avoir une espèce de montée très haute et Et une crash une derrière. Ouais. décompensation derrière. Et ça, c'est ce qu'on veut éviter, surtout sur des efforts très très longs. Enfin, quand je dis on, c'est surtout vous, parce que moi, un effort long, c'est 5 minutes, hein. Ouais, puis on en revient, bon, il y a quand même des effets positifs, hein. C'est-à-dire que quand on est par exemple sur un effort là où on est sur 24 heures par exemple, bah, ça améliore quand même la concentration, la vigilance pendant la phase de nuit notamment. Donc c'est quand même Oui, oui. intéressant de pouvoir profiter de cet effet, non seulement du côté boostant, mais aussi la cognition, quoi, tout simplement. Oui, il faut vraiment distinguer les apports pour la santé et ce qui se passe pour un jour de compétition, même si c'est pas une compétition incroyable, on fait ces trucs-là de toute façon pour nous-mêmes en Bah premier. oui, tout à fait. Voilà, et dans ce genre de cas, la sécurité c'est important, et si la caféine permet d'augmenter votre propre sécurité, faites-le. C'est juste qu'il faut le faire intelligemment. Ouais. Euh, Tu sais, on pourrait parler aussi, bah, notamment sur des efforts voilà, que j'ai déjà fait, qui sont 5, 6, 7 jours. Parfois, on a recours à des micro-siestes, en fait. Ouais, Et en fait, il y a un intérêt peut-être à faire donc ces micro-siestes-là et prendre la caféine, par exemple, juste avant la micro-sieste. Donc, on ne ouais, va pas avoir d'effet négatif sur sa sieste. Par contre, elle va être effective au réveil de cette micro-sieste 20-30 minutes et ça va permettre de justement relancer le système, le métabolisme à la phase de réveil. Qu'est-ce que tu penses de ça? alors bah, en fait ça dépend de la durée de la micro-sieste. Si vous êtes sur du moins de 20 minutes, vous pouvez que ce soit du café ou d'un bonbon à la caféine, enfin un bonbon, un chewing-gum, pardon, ça n'a aucune importance. Effectivement, c'est utile de faire ça parce que de toute façon, ça ne va arriver qu'au bout de 20 minutes. Par contre, si c'est des siestes qui durent plus de 20 minutes, euh, le café, oui, mais par contre, les chewing-gums à la caféine, non, il faudra les prendre Ouais, au réveil. Parce que là, d'accord. vous allez avoir les effets directs qui vont arriver. Enfin, le café, en général, il faut 45 minutes à 1 heure pour le métaboliser. Donc, vous pouvez très bien prendre un café avant une micro-sieste ou une sieste. Il n'y aura pas de différence, surtout avec la fatigue perçue. Mais par contre, les trucs à absorption rapide, faut faire un peu plus gaffe par rapport à ça. Puisque, en général, il faut mâcher, par exemple, typiquement le chewing-gum, on le mâche en général 10-15 minutes. Donc, ça veut dire qu'il vous reste quoi? Il vous reste 10 minutes avant que ça fasse de l'effet, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, c'est pas forcément opti. Après, bon, sur des efforts, encore une fois, qui sont aussi longs, il n'y a pas de recul scientifique. Non, et aucun. Donc du coup, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus parce que ben, c'est Oui, d'un l'astrologie point de du vue pif, hein. théorique, oui, ce serait pas mal. Et en fait, il faudrait l'individualiser sur le terrain. Mais d'un Ouais. point de vue scientifique, il n'y a pas de données qui montrent de réels effets bénéfiques, quoi. Oui, parce que ça se trouve, en fait, alors probablement que le niveau de fatigue est tel que Ouais, ça se trouve, ça n'a aucun impact par rapport à une situation classique. ok. Et juste pour finir là-dessus, en termes de suppléments en caféine, donc tu as parlé des gommes, voilà, ou des chewing-gums, ou des bonbons à la caféine.
c'est le meilleur moyen d'optimiser la prise de caféine, mais tout ce qui est dans les bars, les gels, etc., ça peut être intéressant aussi. Ouais. Mais retenir que c'est réellement quand même le chewing-gum ou la gomme qui est le plus efficace pour une métabolisation rapide, quoi. Oui, alors les gels aussi sont très bien, mais après, on peut pas mâcher un chewing-gum à l'effort. Enfin, sauf peut-être pour les trails. Ah, c'est très compliqué quand même, quoi. Ouais, ouais. Donc, peut-être que pendant l'effort, c'est mieux un gel ou une barre ou un truc comme ça. Ok, ok, ok. Euh, bon, je pense qu'on a fait le tour là-dessus sur les questions de l'utilisation à performance. Comme toujours, il faut individualiser au maximum. Mm. Et pareil, ne pas aller dans le côté trop grosse consommation parce que sinon on risque justement des troubles peut-être aussi digestifs par rapport à ça. Ou pas. Bah, justement, il y a des On études a parlé contradictoires là-dessus. d'accélérateur de transit, mais Ouais, est-ce mais alors, que... il y a des études contradictoires là-dessus. Je pense que c'est dose dépendant. Et ça dépend aussi du niveau d'inflammation du système digestif de l'athlète. C'est-à-dire qu'un Hmm, athlète qui a un concasseur breton à la place du système digestif, il peut prendre ce qu'il veut, il s'en fout. Et par contre, quelqu'un qui est peut-être un peu plus fragile parce qu'il s'est fragilisé à cause d'une alimentation aléatoire ou à cause d'épreuves qu'il a faites par le passé dont il n'a pas encore complètement récupéré. Là, effectivement, avoir une consommation un peu plus modérée en caféine, ça peut jouer sur le transit. Euh, si vous avez des troubles digestifs, peut-être décroître un peu votre consommation de caféine et prioriser, surtout avant un effort très long de compétition, la restauration de votre flore intestinale et de votre système digestif. Mais pendant les efforts très longs, encore une fois, comme il n'y a pas vraiment d'études là-dessus, on ne sait pas exactement ce qui se passe. Euh, D'un point de vue théorique, je ne peux pas dire plus que ce que j'ai dit là juste précédemment. Et puis, il faut retenir que c'était il n'y a pas si longtemps, l'Agence mondiale antidopage avait interdit encore l'utilisation de la caféine. C'était jusqu'en 2003-2004, hein, il me semble, c'est ça? Mais oui, mais c'est parce qu'il y avait des abus. Les mecs qui prenaient 500 Ben ouais. milligrammes, Mais aujourd'hui, c'est toléré, mais il y a quand même un contrôle là-dessus. C'est-à-dire que, alors n'importe qui peut faire n'importe quoi. Moi, tu vois, j'ai toujours, et on est dans le même, on est dans la même ligne là-dessus, mais il y a le côté performance, certes, mais il y a aussi le côté santé. Alors après, Hmm. quand on veut être des fois dans l'ultra-performance, bah, dans tous les cas, on va être délétère sur sa santé. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans certains sports, il y a des prises de caféine incommensurables. Mais pourtant, c'est pas sanctionné, on va dire. Ouais, mais alors justement, d'ailleurs par rapport à ça, c'est vieux comme Zatopek. Ouais, Zatopek, il prenait entre 1000 et 1500 grammes de caféine avant les Jeux Olympiques. Non, mais c'est colossal, c'est ridicule. c'est infâme. Ouais, après, il a pas atteint 70 ans, hein, Zatopek, hein. Il est mort à Ah 69, ouais. 68, je crois. Donc, bon. Mais oui, non, mais. En fait, pourquoi est-ce que ça a été interdit, la caféine? C'est parce que dans les sports de très haut niveau, avec des compétitions et de l'argent, que ce soit cyclisme, alors triathlon maintenant, mais la raison et l'époque essentiellement, c'était le cyclisme. Ouais, c'était que le cyclisme d'ailleurs. C'est que les mecs, ils prennent des amphétamines, ils prennent de l'EPO. Voilà, de base, hein. Ça, c'est la formule de base. Le cocktail de Et base. voilà, c'est ça. Et ça, c'est deux trucs qui font monter la pression artérielle. Donc des risques derrière de crise cardiaque, de malaise vago, de plein de trucs dangereux. Euh, et donc derrière, en plus de ça, il se tape 500, 700 mg de caféine. Peut-être que tu l'as. Donc le problème, c'est que le l'EPO, c'est indétectable. C'est-à-dire que si vous maintenez des injections de d'EPO tout le temps, une prise de sang ne peut pas vous dire si vous êtes chargé ou si vous êtes un monstre génétique. Et comme par hasard, il n'y a que des monstres génétiques dans le Tour de France, peu importe. Ouais. Et concernant les amphétamines, bon, bah ça, il y a les mecs arrivaient à plus ou moins trouver des solutions par rapport à ça. Le truc, c'est que la seule façon de diminuer les risques de crise cardiaque, c'est de faire du contrôle sur un truc qui est facilement mesurable. C'est pour ça qu'ils ont banni la caféine. Ouais. Pas parce que c'est dangereux, c'est juste parce que D3, c'est celui qui est le plus mesurable. Alors qu'en réalité, D3, c'est le moins dangereux. Bah oui. Ouais. Donc après, c'est sûr que j'avais fait une quantification pour mes étudiants, mais en gros, quand vous prenez caféine, euh, donc EPO, amphétamine, que vous faites des entraînements en altitude et que vous prenez des Oh, stéroïdes de manière contrôlée,
Oh, le cocktail. plus... Attends, j'ai pas fini. Plus des corps cétoniques. Ouais. C'est quoi déjà le dernier truc là à la mode? De la reperfusion aussi, un truc comme ça. Alors là, je vous mets tout, hein. C'est vraiment le buffet à volonté. Ah ouais, là, c'est Euh, fou, là. ouais, en gros, vous augmentez vous augmentez vos seuils à peu près de 30%, entre 25 et 30%. Et du coup, c'est rigolo parce que quand on prend par exemple le premier seuil de, comment il s'appelle, Pogacar, Mhm. et qu'on lui enlève 25-30%, il passe de monstre extraterrestre à juste un athlète élite avec une excellente génétique. Ouais. Ouais, Donc, il y a des questions qui peuvent se poser quand même, quoi. moi, je ne fais qu'énumérer les Oui, chiffres, non, hein. mais bien sûr. Mais ouais, c'est comme ça. Et du coup, pour en revenir à la prise de caféine, ouais, je crois que la limite, c'est 500 milligrammes, un truc comme ça. Au-delà, c'est considéré comme du dopage, ou 500 ou 600, un truc comme ça. Je sais plus. Ouais. Euh, Ouais, j'ai pas vu ces données-là, mais Après, c'est peut-être dans les sports de force seulement. Je sais pas s'ils ouais. ont mis des seuils dans les sports d'endurance. Bah, il y a pas réellement de seuil. Et en fait, j'ai même entendu récemment, là, sur justement un podcast, il en parlait, c'est la première fois que j'entendais ça, qu'en fait, ils l'ont enlevé parce que, justement, à cause des différences de métabolisme entre les gens, la mesure n'était pas réellement fiable entre les personnes. Et qu'en fait, ils ne pouvaient pas définir réellement le taux de caféine que la personne avait ingurgité. Voilà ce que j'ai entendu. Ça m'a interpellé. J'ai dit, ah ouais, quand même. Voilà. Moi, je te Ouais. l'enverrai, je te l'enverrai si tu veux. C'est justement sur les produits dopants. Donc, voilà. Bah oui, alors d'ailleurs, du coup, c'est vrai que j'ai pas parlé de ça, mais les effets sur la performance, faut faire gaffe parce que ceux qui ont un métabolisme rapide, donc AA, ils observent des gains, par exemple sur les temps de course, qui sont jusqu'à -7%. Ah ouais. D'accord? Donc c'est très très significatif. Par contre, les bénéfices pour les AC, donc métabolisme intermédiaire, sont très modérés. On est sur Ah, du 2% max. d'accord. D'accord. C'est les seules études qui ont été faites là-dessus. Et par contre, là où c'est unanime, c'est que les CC, donc la troisième catégorie, c'est soit très modéré, donc à un effet de, comme les intermédiaires de 2%, soit c'est catastrophique, c'est du contre-productif, c'est du -5 à -10%. Ah ouais. D'accord. Parce que, en fait, encore une fois, comme ils dégradent pas la caféine, leur cortisol est au plafond, sudation extrême, déminéralisation, crampes, quasiment tachycardie, ou en tout cas le cœur qui monte trop haut. Donc, contre-perf, il s'essouffle pour rien. D'accord. D'accord. Donc, voilà, encore Encore une une fois, fois, il pour faut le... individualiser, quoi. Ouais, c'est ça. Et on peut arriver à de la contre-performance dans certaines situations. Bah, c'est comme tout, hein, c'est ce que je dis aux athlètes que j'accompagne. Aujourd'hui, il y a une vague autour de la surconsommation de glucides à l'effort. Alors oui, c'est voilà, c'est bénéfique, hein, il y a pas de souci. Mais alors, plutôt que d'aller chercher des fois, comme les athlètes de haut niveau, des 90, 120 grammes, voire plus, il y a des protocoles incroyables. Euh, Contentez-vous déjà sur des efforts très longs, d'avoir un ratio qui est plutôt intermédiaire, mais que vous pouvez tenir tout le temps, plutôt que d'aller Hmm, chercher des maximaux que vous ne hmm. pourrez pas tenir sur le très très long terme. Et on en revient pareil avec la caféine. Euh, c'est la même chose. C'est essayer de lisser plutôt, être dans une notion de sécuritaire, se respecter. Et puis avec la nutrition, c'est la même chose. Donc, Ouais, en fait, comme on voit les pros faire des trucs, on se dit, attends, je vais faire oui. pareil. Je vais me mettre à 180 grammes de glucides à l'heure, 600 milligrammes de CAF. Mais d'ailleurs, par rapport au c'est ridicule. Et en plus, par rapport aux glucides, il y a un truc que les gens ne comprennent pas aussi, et d'ailleurs, j'ai pointé ça du doigt, c'est important. La prise de PO, hein, la prise d'amphétamine, ça fait exploser la glycolyse. Ah, donc une forte utilisation du glycogène, quoi, du coup. Ça peut la multiplier par deux. Ah ouais, d'accord. Donc Donc ce forcément, qu'on vous voit mettez... chez les pros, voilà, je consomme 150 grammes de glucides à l'heure, il faut se poser des questions. Pourquoi? Le Ouais, pourquoi? métabolisme, il est différent, quoi. C'est ça. C'est les mecs qui, en fait, ils utilisent tellement plus leur glucose que, du coup, c'est normal pour eux. C'est un facteur limitant de leur absorption. C'est pour ça qu'ils ont du gut training et compagnie. Mais il est vraiment utilisé. Alors que ceux qui sont pas pros et qui utilisent du coup pas de PO,
à mon avis, c'est beaucoup plus discutable l'utilisation de ce grammage. Bah, d'ailleurs, il faudra, si tu auras des données là-dessus, on pourra faire un épisode si tu le souhaites. Il n'y a pas de données encore là-dessus, mais aujourd'hui, avec cette vogue d'explosion de l'utilisation, enfin, l'utilisation des grosses quantités de glucides à l'effort, certains se posent des questions justement sur les effets potentiellement pervers sur Hmm, ben, l'insuline, du hmm. coup le diabète, etc. Donc à long terme. Donc ça, il y a beaucoup de choses qui commencent à émerger par rapport à ça. Et il faudra peut-être en discuter, mais il n'y a pas réellement de données, quoi. Ouais, alors, sur là-dessus, j'ai pas trop étudié la question. La seule chose que je sais, par exemple, c'est que, d'ailleurs, c'est intéressant, ce truc-là, c'est que pourquoi est-ce que les corps cétoniques, c'est autant utilisé dans le haut niveau en complémentation? Parce que les corps cétoniques, ça permet d'épargner le glycogène sur les fins de course. Et donc, du coup, ils peuvent réaccélérer. Et donc, pour les punchers, les sprinters, ça aide à atteindre des wattages qui n'étaient pas accessibles avant. Et donc, ça peut permettre de gagner une course. Mais pourquoi c'est efficace? Parce que leurs réserves en glycogène, malgré un grammage absurde en glucides, sont quand même très très largement entamées vu la taille des Ah ouais, efforts. ça permet pas de remplir le réservoir pendant l'effort, c'est impossible, quoi. C'est ça, donc en fait ça fait théoriser aux mecs que si leur système digestif avait les moyens, il faudrait plutôt que ces types-là, ils soient à 250 grammes de l'heure. Ouais, mais physiologiquement, c'est C'est bah, déjà impossible, digestif, au niveau digestif, et puis au niveau des ratios glucose, fructose, etc., c'est très compliqué, quoi. et alors du coup, alors là, bon, c'est ce qui se passe en ce moment, c'est que t'as des chercheurs qui se posent la question de, en fait, probablement que le premier levier sur lequel les pros ou certains médecins cherchent à appuyer la pédale, c'est de trouver un moyen pour augmenter les capacités d'absorption du système digestif. Bah, ils ont qu'à mettre Hein. des perfusions de glucose pur. Ça va arriver, ça, un jour. Ouais, ouais, mais parce qu'il y a probablement des produits qui Ouais. existent ou des molécules qui vont faire ça, donc ils vont probablement employer ça, ce qui va augmenter du coup leur absorption potentielle encore plus haut et on va être encore plus dans l'absurde. Donc les mecs ils vont être à 300 grammes de glucides par heure, 1 gramme de CAF, le PO, le nougat, mon cul sur la commode, enfin les mecs Ouais, ouais. arrêtez. Ouais, c'est clair. C'est clair. Non, mais t'as raison. Mais comment il s'appelle parce que tu vois, tous ces trucs-là, dans les années 2000 et compagnie, ou même 90, tu vois, on n'y était pas du tout à ces dosages-là. Pourtant, on a le record du monde sur l'heure, c'est 505 watts, un truc comme ça, ou 500, je crois que c'est ça, 505 ou 510 watts. Donc ce qui est juste. C'est colossal, quoi. Ouais, enfin, oui, c'est ridicule. Et le mec n'était pas dans cette situation-là, tu vois. Ouais. Donc il n'avait pas de glucides, un grammage à l'heure comme ça. Donc bon, on verra comment ça va évoluer. Mais tout ça pour dire que il faut pas, ça c'est vrai que ce soit dans le sport de l'endurance ou dans tous les sports, il faut pas chercher à faire comme les pros. Ouais. Et puis avant de se concentrer sur les... Là, on parle d'une spécificité, mais avant de se concentrer sur la spécificité, il y a tellement de choses à faire en amont. Oui, Et l'important, c'est déjà bien manger au quotidien, autour de ces efforts, de prioriser certains aliments pour récupérer au mieux en minéraux, en protéines, en glucides notamment, pouvoir être performant un peu sur les autres ouais, entraînements. Euh, Sommeil, hyper ouais. important. Voilà. Il y a pas Et 50 trucs à faire, hein, de toute façon, hein. ouais, et un autre truc qui est, ben, en fait, qui est quand même difficile pour beaucoup d'athlètes, c'est trouver son équilibre par rapport à l'entraînement. Mm. Tu vois. Trouver le juste milieu entre ce qui nous fait progresser et ce qui nous donne du plaisir, et pas toujours être dans une espèce d'excès, parce on est, D'escalade, de je veux ouais, rajouter des séances, mais au détriment de je vais essayer de la rentrer au chausse-pied ouais, à la fin d'une journée de travail, et puis j'ai une charge mentale incroyable, et au final, c'est plus délétère sur le long terme qu'autre chose. ouais, c'est ça. À un moment donné, à moins de gagner sa vie par ça, ça doit rester un plaisir et une source de, de développement de son amour-propre, hein, Mm. pour se redonner confiance, et pas un objectif de perf pur pour gagner sa vie. Ouais. Juste terminer avec deux, trois petites questions simples. Il y a beaucoup Mhm. d'idées populaires, tu vois, sur le café. Juste, voilà, sans réellement développer, mais est-ce que c'est acidifiant?
On entend beaucoup le café, c'est acidifiant pour l'organisme. Ça, c'est non. Non, non. En fait, alors, il faut bien comprendre que en dehors des gens qui ont de la qui ont une situation physiopathologique, la notion d'équilibre acido-basique Le et de corps sait très bien modulation, le gérer tout seul. voilà, c'est ça, et de la modification de cet équilibre par l'alimentation, c'est un non-sujet, littéralement. Donc ne vous préoccupez pas des indices PRAL et compagnie, ça c'est des trucs qui sont seulement pour des gens en cas de Des physiopathologie problématiques. Ouais. particulière. Ouais, c'est tout. Inflammatoire, pareil, on en revient à la même chose. Alors, Potentiellement, si indirectement, on a une pathologie, oui, mais sinon, non. ouais, indirectement, oui, si ça empêche de dormir, c'est tout. D'accord. Diurétique et Bah, déshydratant, donc, du coup. oui, ça a tendance à faciliter les fuites de minéraux, effectivement. Ça s'équilibre avec la prise de taurine, mais encore une fois, c'est contextuel aussi à la dose. C'est forcément intrinsèquement un tout petit peu déshydratant, mais c'est tenable. Si on prend des doses en excès, forcément, ça va largement accentuer et dépasser les capacités de l'organisme en termes d'adaptation. Et si on est sensible à ça, un tout petit peu de taurine, c'est-à-dire en gros du 2 à 3 mg avant l'effort et ensuite du 1 mg à chaque fois qu'on prend de la caféine, ça résout totalement le problème. OK. Et le dernier, est-ce que c'est, on a déjà parlé avant, mais addictif? Enfin, est-ce qu'il y a un phénomène d'accoutumance? Accoutumance clairement, addictif un tout petit peu, même si le mot addiction doit être pris avec d'énormes pincettes ici, ça tient du fait que forcément on se sent moins fatigué, on a plus de dopamine qui est libérée le matin, on n'a pas envie de quitter ces sensations-là, mais l'addiction au sens strict, c'est quelque chose dont on ne peut pas, malgré sa volonté, se séparer. C'est pour ça qu'on isole les gens qui sont addicts en général pour pouvoir les sevrer. C'est pas le cas avec le café. OK, OK. Je ne sais pas si tu vois autre chose à évoquer qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer là. Je pense qu'on a fait un bon tour. Tu veux Hmm, rajouter quelque chose? non, j'ai pris mes notes à côté. Non, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Ouais, c'est ça. On est bien. Bon. On est bien. Bah écoute, merci Vincent pour cet échange. Et comme toujours, c'est très constructif. Où les gens peuvent te suivre? Bah, sur Instagram, c'est là où tu es le plus. Euh, Ouais, je ma chaîne YouTube, mais je fais des vidéos React où je casse du sucre ouais, sur j'ai des vu. gens qui ont rien demandé. J'ai vu ça. Non. Sinon, ouais, mon Instagram et YouTube, c'est les deux. Mais si vous voulez communiquer avec moi parce que vous avez des questions, je peux vous mettre des vues sur Instagram. Allez-y, y a pas de souci. Ok. Et donc, bah, on attend ton livre alors, enfin tes livres qui vont sortir alors courant septembre, t'as dit. Ouais. On va suivre tout ça. Et d'ailleurs, je vais faire aussi, là en ce moment cet été, je suis en train de rédiger une formation sur le sommeil, parce que je Ah. pense que les gens ont besoin de ce truc-là. Une formation très poussée, hein, donc du coup, bon, elle sera finie d'ici septembre, donc je lancerai ça tranquillement de mon côté à ce moment-là. J'en reparlerai à ce moment-là. Eh ben nickel. Merci Vincent. Bonne journée à toi. Et puis à très Merci bientôt. à toi Guillaume, et puis très bonne journée et bon courage pour aujourd'hui. Merci. On va partir sur un petit entraînement sous la chaleur, comme d'habitude, mais bon, voilà. C'est pas grave. On a l'habitude maintenant. Ouais, c'est ça. Allez, à plus. Salut.